Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com. Je suis Hervé Hérault, le fondateur et le dirigeant du petitjournal.com, votre journal en ligne, le quotidien en ligne des Français et des francophones à l'étranger. Bienvenue à tous, vous êtes nombreux à vous être inscrits à ce webinaire aujourd'hui sur le thème conditions, priorités, comment réussir son projet d'expatriation en 2024. Nous avons la grande chance aujourd'hui d'avoir deux expertes sur ce sujet qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions dans un instant. Donc, j'accueillerai Alix Carnot, qui est la directrice associée d'Expat Communication, et Rachida Kassi, qui est la directrice de la communication de la Caisse des Français de l'étranger. Bienvenue, mesdames. Bonjour, mesdames. Je vais tout d'abord remercier tous nos internautes et puis leur souligner que nous sommes là pendant à peu près 1 heure. Donc, surtout, si vous n'avez pas le temps d'assister à tout, sachez que vous pourrez voir le webinaire en replay. Vous recevrez un mail sur l'adresse à laquelle vous vous êtes enregistré quelques instants après la fin du webinaire avec le lien du replay. Donc, n'hésitez pas évidemment à le voir, le revoir et voir ce que vous avez raté. Et puis surtout également le partager à vos connaissances, vos amis. Il y aura également un article dans le petitjournal.com dans les prochains jours avec la vidéo YouTube qui sera rajoutée MBD. Donc, pareil, de la même façon, vous pourrez facilement la partager à vos connaissances, collègues, amis qui sont intéressés par le sujet et qui ne s'étaient pas inscrits. Vous pouvez donc, évidemment, le but aujourd'hui, c'est de poser toutes vos questions sur ce sujet autour des projets d'expatriation ou de passer d'un pays à l'autre, par exemple. On a un petit onglet questions qui est en bas à droite, avec poser une nouvelle question. Donc, oui, je vais vous mettre un petit bonjour. C'est pas une question, mais voilà, c'est un petit bonjour. Donc, déjà, dites-nous un petit peu où vous êtes, les internautes. Utilisez le petit onglet là pour nous faire un petit coucou, nous dire bonjour. Généralement, on fait un joli petit tour du monde. On a des gens un petit peu de partout. Donc, faites-nous signe. Comme ça, on voit aussi que le petit onglet, il marche bien. Bon, il n'y a pas de doute, il marche toujours. Donc, il n'y a pas de raison. Mais en tous les cas, voilà, on voudrait bien savoir un petit peu qui vous êtes et où vous êtes. Et puis surtout, voilà, on a 1 heure ensemble. Donc, posez bien toutes vos questions, c'est le principal. Et voilà, on a Alix qui nous dit bonjour. Bonjour Alix. Et voilà, le plus important, évidemment, c'est que vous nous posiez toutes vos questions pendant l'heure à laquelle nous sommes ensemble. Alors justement, je vais passer la parole en premier à Alix Carnot, qui est la directrice associée d'Expat Communication. Bonjour Alix. Ah, on n'a pas de ton son là, attends une seconde. Bonjour Hervé. Voilà, super. Donc, du coup, je vais te laisser nous présenter et nous présenter Expat Communication en quelques mots. Donc, je suis Alix Carnot, ancienne expatriée. J'ai été pendant 15 ans en Australie, Espagne, Italie. Et, avant de partir en famille, j'avais été aux États-Unis, en Centrafrique. Et à la suite de tout ça, j'ai pas voulu rentrer en restant en expatriation. Donc, j'ai repris une entreprise qui existait depuis 2001 qui s'appelle Expat Communication. Sa baseline aujourd'hui, c'est culture au pluriel et expatriation au pluriel. Donc, notre métier, c'est d'analyser l'évolution de la mobilité internationale, de son impact sur les expatriés et d'en déduire toutes les solutions qui peuvent faciliter leur parcours, des formations, des coachings, mais aussi des sites internet comme le site du Club Expat Premium qui a plein de ressources et d'ateliers pour les expatriés, plus d'entreprises. Et puis Femme Expat qui est la ressource sur tout ce qu'il faut pour réussir son expatriation au féminin. On pourra en reparler tout à l'heure avec Rachida. Voilà. Super, merci beaucoup Alix. Je vais passer la parole à Rachida maintenant. Donc Rachida Kassi, directrice de la communication de la Caisse des Français de l'étranger. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le titre exact, Rachida, mais je te laisse te présenter. Merci, bonjour à tous. Alors, c'est un peu plus long que ça, mais effectivement, c'est grosso modo tout ce qui touche à la com, à la communication. Je suis directrice du marketing, de la communication et du développement à la Caisse des Français de l'étranger. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est en qualité de communicante que je suis présente. La Caisse des Français d'étranger donc et la sécurité sociale pour les expatriés, en tout cas les Français qui résident à l'étranger. C'est une entité qui a plus de 45 ans. Donc faut quand même le souligner. Donc je sais pas si je dois encore la présenter ou pas, mais pour voilà, en quelques mots, c'est effectivement la sécurité sociale. Donc on propose les mêmes garanties que la sécurité sociale française à l'ensemble des Français qui résident à l'étranger. Donc à la fois on a des offres où on prend en charge les frais de santé à l'étranger, enfin partout dans le monde,
ou qu'en France ou partout dans le monde et en France. Donc voilà, on a toute une panoplie de produits pour répondre aux expatriés d'aujourd'hui. Très bien, parfait. Allez, on a Nolwenn qui est à Brest, Sylvie qui fait partie qui est conseillère à Pôle emploi, nos amis de Pôle emploi international. Bonjour Sylvie, bonjour Nolwenn, faites-nous signe les internautes. Je vais passer la parole à Alix en premier parce qu'elle va nous présenter du coup un baromètre que vous publiez régulièrement, Alix, et un baromètre de l'expatriation, et du coup avec une petite présentation associée. Donc c'est assez rapide, mais on va dérouler. Alix va nous dérouler tout ça, et évidemment les internautes, je pense que vous aurez pas mal de questions, et on enchaînera avec les questions-réponses avec vous. Je te passe la parole, Alix. Alors, baromètre expat communication, ça existe depuis 8 ans maintenant, grâce à un board d'entreprises et de partenaires qui nous soutiennent. Donc, vous voyez tout de suite la Caisse des Français de l'étranger, et depuis le tout début, donc merci à eux de nous permettre de faire ces enquêtes, mais aussi la Banque de France, la région Île-de-France, la BNP, April et Carrefour, et puis il y a d'autres partenaires qui vont nous rejoindre encore en 2024. Pourquoi est-ce qu'ils nous rejoignent? Parce qu'ensemble, on mène des enquêtes 4 fois par an, que vous avez certainement déjà vu passer, et j'espère que vous y avez participé, c'est précieux pour nous. Chaque trimestre, on interroge les expats sur une question qui est toujours la même, qui est « Comment vont-ils ?» Et puis ensuite, il y a un thème, et donc en 2023, les 4 thèmes de l'année étaient « Pourquoi partir ?» La carrière et le télétravail en expatriation, comment ça va en expat, et être chez moi, où est-ce que je me sens chez moi à l'étranger ou dans mon pays d'origine. Voilà ce qu'on a fait cette année. Est-ce que Rachida, tu veux rajouter quelque chose? Non, souligner le travail formidable qui a été fait par vous, Expat Communication, et les membres du board, parce que c'est pas simple en fait de lancer une enquête, et donc vous nous proposez des thématiques, mais également avec le retour de nos de nos bases de données, en fait, de nos clients, on peut facilement faire nos modifications, adapter, et ouais, clairement adapter les enquêtes, et voilà. Donc c'est un travail colossal et important que je voulais souligner, qui est réalisé par Expat Communication. En effet. Alix, on te laisse dérouler justement un peu les conclusions de la dernière enquête ou de ces enquêtes cumulées. Ah ouais, avec Rachida, on vous a préparé un super panel de vous montrer les points, les highlights de l'année. D'abord, beaucoup de réponses, 12 000 réponses dans l'année. Donc c'est important parce que ça fait de ce baromètre le plus gros baromètre en français et vraiment des plus gros du monde sur l'expatriation. Bon, c'est super, ça permet de faire cocorico. Beaucoup plus important, ça permet de faire plein de croisements dans les différentes questions, de regarder on peut même commencer à regarder les réponses par pays, ce qu'on fait avec beaucoup de circonspection, parce que on essaie vraiment de ne pas travailler sur des échantillons trop petits, sinon on dit vite n'importe quoi. Mais en tout cas, plein de recoupements parce qu'il y a plein de réponses. Après, c'est très compliqué de me donner des chiffres sur l'expatriation parce que on a tous le même problème. Et je vois qu'il y a Sylvie qui est conseillère à Pôle emploi et donc qui connaît bien ces problématiques de l'expatriation parce qu'elle est spécialisée en mobilité internationale. Qu'est-ce qu'un expatrié? Et là, on rentre vite, on pourrait faire le webinaire entier sur qu'est-ce qu'un expat, la différence avec un émigré, etc. C'est pas notre sujet, vous allez me dire, mais en termes d'enquête, ça a une vraie importance. Parce que celui qui part pour son entreprise, celui qui suit son conjoint, celui qui part à l'aventure, celui qui a un contrat local envoyé par son entreprise mais qui ne veut pas l'envoyer comme expat, etc., ou un retraité, toutes ces personnes vont avoir des réalités de vie hyper différentes. C'est pas comme quand on regarde, je sais pas moi, les Français, on sait qu'il y en a 67 millions et à peu près quelle est leur typologie et on peut corriger les échantillons. Là, c'est beaucoup plus compliqué et donc on a décidé de travailler avec des personas, c'est-à-dire donc et sur certaines questions, on vous les montrera. On va vous dire, les expats en général sur cette question-là, c'est pas très précis. On va regarder plutôt soit les expats d'entreprise, soit ceux qui sont en contrat local, soit les retraités. Et comme ça, pour vous qui nous écoutez, ça vous permettra peut-être de vous retrouver davantage.
La première chose qu'on a regardée, c'est l'évolution du moral des expatriés. Et ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à mesurer pendant le Covid. Parce qu'avec le Covid, et si vous étiez déjà en expat, vous l'avez sûrement vécu, le moral des expats est tombé en chute libre pendant cette période. Et les entreprises qui étaient membres du board nous ont dit on a vraiment besoin de surveiller de près comment ils vont pour pouvoir réagir et proposer des solutions s'il le faut. Et donc, pendant l'année 2021, on a mesuré 10 fois dans l'année le niveau de morale des expats. Là, ils nous ont dit vous êtes géniaux, mais plus jamais, quoi, parce que ça va, on a autre chose à faire dans la vie que de répondre à des enquêtes d'expat communication, mais une fois par trimestre, ça nous va bien. Donc, une fois par trimestre, chaque début d'enquête, on dit sur une enquête de 0 à 100, comment ça va sur cette échelle de 0 à 100. Et avant Covid, on sait qu'on était à des niveaux aux alentours de 80. Et vous voyez qu'on n'a plus jamais atteint ce score depuis novembre 2021, où on a repris les enquêtes sur le moral des expats. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce décroché D'abord, il y avait, vous voyez, en novembre 21, les expats qui sont encore inquiets pour leur situation. En novembre 21, il y a encore des confinements en Chine, il y a encore des travel bans dans un certain nombre de pays. Ça remonte très fort pendant l'été d'après parce que c'est les grandes retrouvailles de l'été 2022. Donc là, on remonte à 70, qui était déjà plus positif. Et après, on redescend. Et je sais, si jamais il y en a parmi vous qui ne sont pas encore expats, peut-être que vous allez partager ce constat qu'on vit une époque qui est compliquée sur le plan économique. L'inflation impacte les expats comme tout le monde. Sur le plan géopolitique. Et là, les expats sont encore plus sensibles que d'autres parce qu'en France, on a beaucoup parlé de l'Ukraine, un petit peu de l'Arménie, on parle beaucoup d'Israël et de la Palestine en ce moment. En revanche, quand on est en expat, on voit aussi tous les autres conflits, toutes les autres zones déstabilisées. Ça fait une espèce de caisse de résonance. Et souvent, les expats ont l'impression que le monde va vraiment pas bien en ce moment. Et l'autre raison, et ça s'est beaucoup vu dans l'enquête de cet été, vous voyez, le dernier creux, c'est l'enquête de cet été. On est redescendu à un niveau de morale de 65. Et qu'est-ce qui s'est passé là ? C'était tous les crises climatiques qui a eu lieu cet été et qui, pour les expats, étaient particulièrement oppressantes parce qu'ils entendaient parler de la situation en France et ils vivaient les feux en Californie, les feux en Grèce ou les incendies ailleurs, les inondations au Bangladesh. Et donc, ça, voilà, là encore, effet de résonance. Et tous, quand il y a des crises internationales multiples, le moral des expats chute très fort. Autre point sur le moral, je vous disais, là, je vous indiquais qu'on regardait par typologie d'expat. Voilà un exemple. Et on voit que le niveau de morale est très varié selon les typologies d'expat. Ça va quand même, il y a 10 points d'écart entre ceux qui vont le mieux, qui sont les retraités. Et ça, c'est vraiment selon toutes les études. Donc, Bernard qui cherche des conseils pour s'expatrier pour sa retraite. Et ben voilà déjà une première remarque, Bernard. Les expatriés sont heureux d'être à la retraite à l'étranger, donc pub pour l'expat à la retraite. Ceux qui sont ensuite les plus heureux, c'est ceux qui sont les expatriés mutés, donc envoyés par leur entreprise, parce qu'ils ont des conditions de vie plus faciles, mais ce n'est pas le plus important. Ils ont surtout une grande certitude dans leur projet, dans leur utilité, parce qu'ils sont hyper occupés à des choses intéressantes. Et c'est la même chose pour ceux qui sont en contrat local. Après, on regarde ceux qui vont moins bien. Et parmi ceux qui vont moins bien, il y a les conjoints expatriés. Parce que, bon, on pourra peut-être en reparler. Mais être un conjoint expat, c'est compliqué. Il y a ceux qui sont partis à l'aventure sans emploi. Parce que, oui, l'aventure est belle. Mais le prix à payer, notamment en termes d'incertitude, est fort. Et puis aussi ceux qu'on a mis dans la catégorie fourre-tout de autres. Donc, désolé si jamais vous êtes juste autres. Mais dans lesquels on va trouver les étudiants, ceux qui sont en voyage humanitaire, les fameux global nomades maintenant, qui sont dans cette catégorie-là et pour qui, là aussi, pour des raisons financières souvent, le niveau de morale est plus bas. Avant qu'on aille plus loin, est-ce que Rachida, tu veux rajouter quelque chose ? Non, mais c'est très important depuis qu'on a fait, enfin c'est très clair et donc comme tu le disais, nous on participe depuis le début et c'est vrai que au fur et à mesure des enquêtes, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un profil d'expatrié, mais des profils d'expatriés qui n'ont pas nécessairement les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes attentes. Et du coup, de pouvoir avoir une lecture comme celle-là et de pouvoir distinguer en fait
les différents personas, c'est très important. Et donc, c'est une des écoutes que vous avez eues. Et après avoir monté ces personas, aujourd'hui, d'avoir des données personnalisées par persona, c'est important pour une entreprise comme la CFE de comprendre les différentes typologies de clients qu'elle peut avoir. Et d'ailleurs, donc là, il y a les personas, mais on va aussi regarder par pays, on va faire la différence entre les jeunes et les vieux expats, entre ceux qui ont une expat et ceux qui en ont 3 ou 4, etc. Et une des choses les plus frappantes qu'on a remarquées, c'est la différence de niveau de morale entre les hommes et les femmes. Alors, c'est lié évidemment au fait que souvent, quand il y a une mutation, c'est l'homme qui a le job et la femme qui suit. C'est encore dans 80% des cas ce qui se passe en expatriation. Les conjoints hommes expatriés sont encore, moins qu'avant, mais sont quand même encore des pionniers. Donc, comme les conjoints vont moins bien, vous voyez que logiquement, les femmes, qui sont la plupart du temps les conjoints, vont moins bien aussi. Mais il y a aussi des challenges spécifiques pour les femmes, même pour les femmes qui sont en poste. Et on en reparlera, mais c'est quelque chose sur lequel on a pas mal travaillé avec la Caisse des Français de l'étranger. Je passe au point suivant. La première enquête, je vous disais, portait sur pourquoi on part. Et ça, c'est quelque chose qu'on mesure depuis le début du baromètre, donc dans les années 2015, et on voit une vraie évolution. Sur le plan typologie, d'abord, on voit qu'il y a de moins en moins d'expatriés d'entreprise. Et ceux parmi vous qui sont sur le terrain, vous le constatez certainement, hein, les gens qui partent avec le full package, l'appartement, la vie, les allers-retours en avion. Et le lycée des enfants qui est payé, ça existe toujours, mais c'est beaucoup plus rare. Et puis, même pour ceux qui partent quand même comme expatriés d'entreprise, même eux, les raisons du départ ont vraiment changé. Avant, on partait pour un développement à la demande de l'entreprise et pour un développement de carrière. On va dire l'expat des années 80, c'était ça. C'était avant tout Danone m'envoie en Algérie. Et bien aujourd'hui, et c'est massif, la première raison de partir en expatriation, c'est j'ai envie, j'ai besoin d'autres horizons, de m'élargir, de me développer comme personne. Je veux que mes enfants soient des citoyens du monde. Je veux rencontrer le monde et l'altérité, et c'est pour ça que je pars. Et vous voyez, c'est 44% des gens, il pouvait citer 2 motifs de départ, 44% ont cité la qualité de vie, l'envie d'aventure, et c'est vraiment un axe qui ne cesse d'augmenter d'enquête en enquête. Ensuite vient le choix financier, ensuite c'est bon pour ma carrière, mais c'est qu'il y a que, vous voyez, moins d'un quart des gens qui l'ont cité, alors qu'avant c'était plus de la moitié. Et puis les autres raisons, notamment l'amour, rejoindre celui que j'aime à l'autre bout du monde, qui viennent. Voilà, alors ça c'est les raisons pour partir. Hervé, tu creuses quand tu veux. Hein, si... Oui, non, mais je propose qu'on déroule et après on abordera les questions des internautes et puis on fera des questions-réponses. Super. Donc, ça c'était les raisons pour partir. Quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées par rapport à ça? Eh bien, toutes les difficultés, et on en reparlera quand on parlera intégration, etc., sont liées à la sociabilisation. En creux, ceux que j'ai laissés qui me manquent, ma famille, mon pays, ma famille, le manque de la famille, vraiment la première raison, et donc ceux que leur famille agace, on devrait leur dire profitez-en parce que quand vous partirez, vous verrez que finalement, elle vous manquera, même le déjeuner chez belle-maman le dimanche. Et en troisième raison, vous avez le manque du pays, et vraiment pas très loin. Donc oui, la nostalgie, c'est la première difficulté de l'expat, et on peut s'y attendre. Je vais regarder, Hervé se frotte les yeux. La nostalgie. Non, j'ai connu. Et puis, la deuxième raison, c'est la barrière de la langue. Mais cette barrière de la langue, c'est encore un obstacle à la création du lien. Puis, la solitude et l'isolement, qui est cité par plus d'un quart des expats. La difficulté d'intégration, un quart des expats. Donc, ouais, les 4 premiers items, ils sont liés à je me sens un peu seule, comment les miens me manquent et j'arrive pas à me faire de relations avec ceux qui sont ici. En 5e, je dis une bêtise, en 6e place seulement, viennent les problèmes d'accès de santé et de santé et d'accès aux soins. Et longtemps après, tout ce qui est lié à la difficulté de trouver un emploi,
à des difficultés dans mon poste quand j'ai mon job ou à une baisse de niveau de vie. Évidemment, ça va dépendre des personas et évidemment, ceux qui sont partis sans job, la difficulté à trouver un emploi va monter beaucoup plus haut, mais sur la moyenne du panel, c'est là qu'on se trouve. Est-ce que Rachida, tu veux commenter sur les enjeux de difficultés de santé, problèmes de santé et d'accès aux soins? Alors, j'ai peur de tout dévoiler, mais oui, alors ça apparaît dans les premières données, mais aujourd'hui, on se rend compte, nous, en tant qu'organisme de sécurité sociale qui œuvrons à l'étranger, que effectivement, la santé, c'est pas nécessairement un réflexe. C'est pas la première question qu'on se pose en se disant est-ce que je suis bien couvert dans mon pays d'expatriation, est-ce que j'ai une couverture suffisante s'il m'arrive quoi que ce soit. C'est souvent, alors de moins en moins, mais c'est souvent quand on a le pépin de santé qui se produit qu'on se pose la question et qu'on se rend compte qu'on n'a pas très bien préparé son projet et qu'on n'a pas nécessairement, qu'on s'est pas nécessairement posé les bonnes questions. Et en fait, de là, on se pose quand même beaucoup de questions. C'est que c'est vrai que quand on est en France, on est quand même plutôt bien loti. On ne sait pas réellement combien coûte la santé en France. La plupart du temps, on n'a pas à avancer les frais, ni la part sécu, ni la part de la mutuelle. Et c'est bien trop souvent arrivé à l'étranger où le coût de la santé n'est pas toujours le même qu'en France, il peut être parfois beaucoup plus élevé, que les personnes se rendent compte du coût et que forcément, comme ils ne connaissaient pas le coût, ils n'ont pas la protection associée. Et donc, c'est un peu le message qu'on veut passer à la CFE, mais pas que sur la santé, on le verra au global, c'est vraiment de se poser toutes les bonnes questions et principalement et notamment les questions de la protection sociale. Alors, on voit que c'est quand même une préoccupation pour 1 sur 5. Donc, et si tu ajoutes 1 sur 5 répondants, et si tu ajoutes effectivement, comme tu le disais, Rachida, ceux qui l'ont pas pris en compte, ça fait beaucoup de monde parce que les enjeux sont extrêmement élevés. C'est-à-dire que ça peut vraiment être des véritables catastrophes quand on n'est pas bien assuré. Ouais. Et puis vraiment, il y a pas de système de protection sociale dans tous les pays du monde. Alors ça commence à venir, mais voilà. Nous, on entend trop souvent que pour les personnes, c'est automatique. Comme ça existe en France, ça existe partout. Non, pas du tout. Et oui, donc ces 21% parfois sont confrontés à la triste réalité. Parce qu'on a un biais culturel en France où finalement, alors on la paye à travers nos prestations, nos cotisations, mais où finalement la santé est très accessible dans la majorité des cas. Et au final, quand on part à l'étranger, on découvre que c'est pas dans tous les pays le cas, que parfois c'est un bien qui est très onéreux ou où on n'est pas bien assuré localement. Et du coup, ça m'étonne pas que ça figure assez haut dans les préoccupations. Alix, je te laisse reprendre. Un gros enjeu pour les expatriés, donc on a vu que c'était l'intégration, trouver sa place, et ça va jouer avec les valeurs. Et on a beaucoup travaillé là-dessus dans cette année avec le baromètre Expat Communication. Vous voyez que les gens partent pour l'aventure intérieure, la curiosité, et ils vont être servis parce que quand on leur dit « votre expatriation a-t-elle ébranlé vos valeurs ?» il y a 40% qui disent oui, entre 15% qui disent oui, tout à fait, et 25% oui, un peu. Et ça, c'est important, d'abord parce que c'est pour ça qu'ils sont partis, donc ça tombe bien. Mais en même temps, évidemment, qui dit ébranler les valeurs, dit, c'est dans le mot, déstabilisation, donc période de vulnérabilité. Et ça, c'est le leitmotiv de notre enquête cette année, excellence et vulnérabilité. Excellence parce que c'est un accélérateur de carrière, excellence parce que ça permet de gagner davantage d'argent, d'apprendre des tas de choses. Mais vulnérabilité, solitude, on l'a vu, et puis ce questionnement identitaire que vous avez, je connais pas un expat qui n'ait pas vécu ça à un moment, de dire moi j'ai toujours appris que ça c'était bien et que ça c'était pas bien. Ici ils ont l'air de penser le contraire. Qu'est-ce qui vaut? On leur a demandé s'ils étaient en phase avec leurs valeurs d'accueil. Et alors là, regardez, c'est aussi très fort. Vous voyez, il y en a la moitié qui disent oui, tout à fait, super. Mais il y en a quand même l'autre moitié qui disent oui, un peu, ou non, pas trop. Et là, on voit bien l'inconfort de ceux qui disent
Et c'est ça l'expatriation, c'est arriver dans un cadre culturel qui n'est plus le nôtre, un référentiel de valeurs qui n'est pas celui dans lequel on a été éduqué, et qui peut nous gêner un peu, voire beaucoup. Et on a regardé ce qui les gênait et ce qui leur allait bien. Ce qui leur allait bien, c'est le respect dont on fait preuve dans ce pays-là, c'est la politesse et c'est l'ouverture d'esprit des gens qu'ils rencontrent. Donc, mais vous voyez que le respect se détache très largement, et j'appellerais ça le respect de la rencontre. Dans les verbatims, vous voyez des gens qui étaient en Algérie et qui disaient ce qui est génial ici, on arrive avec plein d'idées préconçues sur l'Algérie, et en fait, on est hyper touché de la façon dont les gens nous prennent comme on est et nous respectent comme on est. Donc ça a l'air à peu près unanime chez les expatriés. Pour savoir ce qui les dérange, alors là, c'est beaucoup plus mélangé. Vous voyez, l'item avec le plus haut score est à 45%, donc ça veut dire que derrière, il y a pas mal de diversité. Ce qui les dérange, c'est le sens de la justice, c'est l'humour, et ça, on le sait tous, hein, l'humour à l'étranger, on fait super attention, il n'y a rien de moins universel que l'humour. Et c'est le manque de curiosité, et encore, ils ne sont pas au retour, ils sont que dans leur pays d'accueil. Quand on regarde à peu près après le détail, il y a des choses très intéressantes sur les parents qui nous disent ce qui nous gêne vis-à-vis de nos enfants, c'est le respect de l'autre, les droits de l'homme, la façon dont, par exemple, sont considérés les gens qui travaillent à la maison. Est-ce qu'on est vraiment dans une logique de respect même des droits humains ou pas? Et ça, il y a beaucoup de parents qui nous ont écrit là-dessus. Et sur l'argent. Le rapport à l'argent peut être très différent déjà entre la France, où on a un rapport à l'argent très particulier, et les autres pays. Et puis en plus, dans les communautés d'expats peuvent être des communautés, sans tomber dans la caricature, hein, mais parfois un peu fermées, où il y a des gens, notamment dans les lycées français, et c'est pas forcément les expats, c'est les gens locaux qui mettent leurs enfants au lycée français, ça coûte très cher. Donc on peut se retrouver dans des milieux dans lesquels il y a beaucoup d'argent, qui ne sont pas forcément les valeurs majeures du pays dans lequel on est, en tout cas les valeurs du milieu dans lequel on évolue. Et il y a des parents qui nous disent c'est hyper difficile d'élever nos enfants dans ce milieu-là, en leur transmettant ce que nous, on appelle des bonnes valeurs. Et puis après, il y a tout ce qui va tourner autour de la liberté sexuelle, la liberté de genre, la liberté d'être soi-même quand on est une minorité. Et là, curieusement, c'est pas forcément hyper bon pour la France, mais déjà les retours sont très équilibrés entre ceux qui nous disent il n'y a pas assez de liberté dans mon pays d'accueil, ou il y en a trop. On a vu les deux. Je ne suis pas à l'aise avec le fait qu'on promeuve, par exemple, sur les questions de genre. Il y a des gens qui sont au Canada et qui disent moi, je suis perdue et mes enfants sont perdus par rapport à l'accent qui est mis de façon hyper forte dans ce pays-là. Et puis d'autres qui disent moi, dans le pays où je suis, c'est pas possible, je suis homosexuelle et je peux pas m'exprimer, je peux pas le dire, donc je peux pas être moi-même. Vous voyez, c'est vraiment toujours une question d'équilibre entre qui je suis et là où je vais et là d'où je viens, qui fait que, et c'est ça que j'aime bien dans le résultat du baromètre, il n'y a pas de choses véritablement définitives, c'est toujours très relatif. Ce qui est sûr, c'est que, voilà, ce que je vous mettais avant, il y a quand même la moitié des expatriés qui sont obligés de se réinventer, de trouver des accommodements avec les valeurs de leur pays d'accueil, et c'est, je disais, peut-être pour ça qu'ils sont partis. Donc ça, Alix, j'ai dire, c'est le point global qui est transverse, qu'on va retrouver dans tous les pays. En revanche, les items sont différents, si je comprends bien, selon les expatriations, je pense sur le plan géographique notamment. C'est bien ça que je retiens. Oui, tout à fait. Que évidemment, par exemple, sur les questions de genre, si jamais vous êtes expatrié au Pakistan et si jamais vous êtes expatrié au Canada, vous n'aurez évidemment pas du tout le même retour. Bien sûr. Mais, et c'est ça qui est important, la question du respect est à peu près unanime. Universelle, d'accord. Voilà, universelle. Et ça c'est important parce qu'on a souvent une lecture très législation sociale ou morale très stricte. Dans notre esprit de français, veut souvent dire pas de respect de l'autre ou pas d'ouverture d'esprit. C'est plus nuancé que ça, d'après les résultats du baromètre. Je comprends. Après, ça aurait tendance à prouver ce que je pense à titre personnel, que l'expatriation, c'est aussi le respect de l'autre et du coup, on y est peut-être plus sensible quand on part à l'étranger. Et pour beaucoup, c'est une grande découverte, avec même
une remise en question de leur pays d'origine. Alors, il y a 80% de Français qui répondent à l'enquête, 20% de non-Français. Je suis très prudente là-dessus, parce que c'est un truc que je déteste, c'est bien le French bashing, et que pour moi, dans mon éthique d'expat, il y a le fait que quand on est français, on est un peu le drapeau français à l'étranger, et donc on ne doit pas trop critiquer notre pays et on doit bien le représenter. Néanmoins, et je le dis d'autant plus librement qu'on travaille avec des instances, enfin des institutionnels français sur ce sujet, en creux, aussi bien dans ce que les étrangers en France disent de la France que dans ce que les Français à l'étranger disent en creux de la France, parce qu'ils sont à l'étranger et ils comparent avec la France. Il y a 2 items où la France est beaucoup critiquée. C'est le racisme, où ils disent, on leur aura demandé, est-ce que dans votre pays d'accueil, vous souffrez du racisme? Et ils répondent non, moins qu'en France. Donc ça, c'est quand même un truc un peu préoccupant pour la France, en tout cas un signal qu'on a entendu pour la France et qu'on relaye. Et l'autre, c'est sur la sécurité. Quand on leur a demandé, est-ce que vous vous sentez en sécurité dans votre pays d'accueil? Alors évidemment, s'ils sont dans une ville dure du Mexique, ou s'ils sont en Suisse, ils n'ont pas la même lecture. En revanche, très souvent, ils disent c'est mieux ici qu'en France. Ou les étrangers qui sont en France disent c'est pas facile les questions de sécurité en France. Et ça, c'était pas forcément complètement évident pour tout le monde de l'anticiper. Écoute, merci, c'est des données vraiment très intéressantes. Je te laisse poursuivre les slides de l'étude. Sur les bénéfices qu'ils tirent de l'expatriation, donc on a vu, vous vous souvenez, ils partent à 44% pour des questions de développement personnel. Est-ce qu'ils les trouvent? Eh ben, la réponse, c'est encore mieux que ça, puisque pareil, quand on leur dit quels sont les 2 bénéfices que vous avez tirés de l'expat. Donc là, vous vous souvenez tout à l'heure, 44% disaient c'est les questions perso qui passent en premier, mais on n'était qu'à 44%, ça ne s'appelle pas un plébiscite. En revanche, quand on leur dit après quelques années de l'expat, alors, ça donne quoi? Qu'est-ce qui est le plus utile pour vous? 68% développement personnel. Ensuite, presque juste en dessous, pour les 2 tiers, la découverte du pays et de la culture. Et loin derrière, moins de la moitié, la hausse du niveau de vie, l'expérience familiale positive, le développement de carrière ou la maîtrise d'une nouvelle langue. Et je peux vous citer un verbatim qui date pas de cette année, qui date d'un petit peu avant, mais qui m'avait mis les larmes aux yeux, même plus que les larmes aux yeux quand je l'avais lu, c'était un peu un choc. Mais je trouve que ça résume super bien ce que c'est que l'expat. Une dame qui disait, elle n'était pas très bavarde, elle disait « Mari parti, enfant envolé, pas de job, et je ne regrette rien ». Et là, moi, je me suis dit, waouh, c'est quand même super fort. Si elle n'a plus de mari, plus d'enfants, pas de boulot, enfin, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Je le dis à sa place, mais je pense que c'est ça son message. Ce qu'elle a trouvé, c'est elle-même et la rencontre de l'autre. Et voilà, et c'est ça que, avec des chiffres moins jolis que cette formule, on voit sur ce schéma, et ça résume bien ce que c'est que l'expérience d'expatriation. Je finis avec les questions écologiques. Parce que c'est quelque chose qui monte. La première fois qu'on a posé la question, on était avec des entreprises. Je leur dis, ça serait quand même bien de demander aux expats s'ils sont écolos, si jamais c'est pas trop dur d'être expat quand on est écolo, s'ils pourraient refuser une expatriation à cause de l'avion. C'était il y a 5-6 ans, et les gens m'avaient regardé, mais avec des yeux comme ça, en disant, bien sûr que non, ils s'en foutent. Je dis, j'en suis pas si sûre. Et ce qui est certain, c'est que d'année en année, on voit ces questions écologiques qui prennent de plus en plus d'ampleur. Donc, vous voyez sur le slide qui est à gauche, les questions climatiques ou d'environnement sont un élément déterminant pour choisir votre destination d'expatriation. On est passé maintenant à plus de 66% de oui, alors qu'on était à 30% quand on a commencé l'enquête. Et je pense que les événements de cet été, ils sont pour beaucoup. Et même, on a augmenté de 20 points par rapport à l'année dernière. C'est colossal. Donc, vraiment un changement majeur sur ces questions. Et encore plus fort, on leur demande... Non, pardon, j'ai inversé mes 2 slides. On est sur 50% sur est-ce que je pourrais refuser une expatriation dans le pays, selon votre conscience écologique, c'est le tableau de droite. Et à gauche, et là on est à 80%, c'est et est-ce que vous refuseriez telle destination parce que les conditions climatiques ne sont pas bonnes, notamment pollution et climatique. Et là, on est à 80%.
Mais vous voyez vraiment cette augmentation hyper forte bah oui, maintenant ça devient un point majeur dans ma façon d'accepter ou pas une expatriation et dans ma façon de la vivre. Et on leur a demandé, oui. Non, vas-y. Continue, je te poserai la question après. Ouais, juste ce point. Est-ce que vous avez l'impression que votre empreinte carbone a augmenté ou diminué en fonction de là où vous habitez? Au global, ça allait de moins 100 à plus 100. Au global, l'indice est à 13. C'est-à-dire, oui, ça a légèrement augmenté, mais c'est pas monstrueux. Mais après, il faut regarder où. Et quand on regarde aux Émirats Arabes Unis, on est à 35% d'augmentation. Et quand on est aux États-Unis, on est à 20%. Donc, oui, ça augmente. C'est très différent selon les zones. La perception varie beaucoup selon les gens. Quand on est dans les verbatims, on voit qu'il y a encore des choses qui sont hyper bizarres. Quelqu'un qui nous dit ouais, vous comprenez, comme je prends tout le temps l'avion, ben, je roule à bicyclette, ça compense. Gros doute. Voilà, il en est là de sa perception. Et une perception qui change radicalement selon l'âge. Le sentiment de mon empreinte écologique a augmenté avec l'expatriation est 3 fois plus fort chez les moins de 30 ans que chez les plus de 60. Ouais. C'était ma question justement. Est-ce que c'est parce qu'en fait là tes augmentations d'une année sur l'autre, elles sont très fortes sur ton baromètre, donc c'est à la fois bon. On voit bien que c'est une tendance et que ça peut être une réaction à des événements quand on voit les incendies, les tornades, enfin bon, sur tous les continents, les gigafeux, etc., les inondations. On voit bien que partout on est confronté au changement climatique et aux effets de ce réchauffement. On est en plein dedans. Je crois qu'ils ont annoncé plus de degrés là il y a quelques jours. Sur une journée, c'est la première fois dans l'histoire des relevés. Mais est-ce que c'est également, Alix, c'est un phénomène générationnel? C'est-à-dire qu'est-ce que finalement, c'est nos enfants, on a le même âge, je suis un peu plus âgé que toi, mais on a la même génération, on va dire. Est-ce que finalement, c'est aussi nos enfants qui se disent, nous, on ne partira pas n'importe où et à n'importe quelle condition et pas n'importe comment? Complètement. On va dire que c'est... Mais enfin, c'est... on va dire, entraîné par les jeunes qui sont plus précoces dans leur prise de conscience, mais ça se diffuse. Ça reste pas, c'est pas juste les jeunes qui pensent ça. C'est les taux des retraités. Si on prend la personne qui avait 64 ans l'année dernière et qui en a 65 cette année, lui aussi sa perception a augmenté. Donc 3 fois plus chez les jeunes, mais même le retraité de 70 ans, il en prend conscience. Alors on dit avec encore des biais de perception qui sont très forts, parce que derrière il y a un inconfort énorme. Ne pas prendre l'avion quand on quand on bouge pas de chez soi, c'est carrément jouable. Se dire tant pis, plutôt que d'aller aux Seychelles, j'irai à Deauville. On peut tout à fait s'y faire. Se dire je rentre pas à Noël, pourquoi pas? C'est un effort. Je rentre pas cet été. C'est d'autant plus difficile qu'avec les expats qui sont en poste en ce moment, ou à l'étranger en ce moment, ils ont souvent déjà vécu le Covid. Donc, ils savent ce que c'est que ces années sans rentrée. Donc, l'idée d'arriver à conjuguer, parce qu'on le sait tous, l'avion, c'est vraiment l'élément fondamental dans notre empreinte carbone, nous qui avons des vies nomades. Renoncer à l'avion, si on habite à Berlin, c'est pas compliqué. Donc, ça, des gens qui disent, je vais faire un Berlin-Paris ou un Berlin-Marseille en train, on en voit de plus en plus. Quand on habite aux Philippines, il n'y a pas tellement d'autres solutions que l'avion. Et notre nature d'expatrié, c'est pas d'habiter aux Philippines, c'est d'être à cheval sur 2 pays. C'est ça la différence peut-être entre un migrant et un expatrié. Quand on parlait au début, on pourrait passer 1 heure sur cette question parce qu'elle est ultra complexe. Peut-être que la réponse la plus simple, c'est celle-là. Et elle veut dire avion pour beaucoup. Donc comment est-ce qu'on limite ça? Tant que Safran ne nous aura pas inventé des moteurs électriques, et on n'en est pas tout à fait là, je crois. Là, pour le coup, je m'abrite derrière les chiffres, je donne des chiffres et je n'ai pas tellement d'éléments de solution. Non, mais c'est passionnant, hein. Merci Alix, parce que du coup, on se dit que ça peut-être, on le verra dans tes prochaines enquêtes et dans les chiffres aussi, hein, de la représentation des Français à l'étranger, notamment les chiffres des immatriculations. Est-ce qu'il y aura un impact sur les destinations? Est-ce que les gens vont se dire, moi, je suis prêt à bouger, mais je suis pas prêt à prendre l'avion 2 fois par an, ou 1 fois par an, ou même 1 fois tous les 5 ans. Et dans ce cas-là, je suis pas prêt à aller aux Philippines, comme tu le disais. C'est un vrai sujet. Ça me semble extrêmement intéressant. Donc aujourd'hui, vous voyez, refuser une expatriation à cause de ma conscience écologique, il y en a quand même maintenant 17% qui disent oui, tout à fait.
C'est beaucoup. C'était 3% la première fois qu'on l'a mesuré, donc ça change vraiment beaucoup. Et puis, ne pas partir à Pékin parce que mes enfants vont asphyxier, maintenant, il y en a 80% qui disent oui. Donc oui, je pense que ça va avoir un impact. Et ça a un impact, on travaille beaucoup avec la région Île-de-France. Ils travaillent énormément sur ces questions d'écologie pour l'agence qui s'occupe de l'attractivité de l'Île-de-France, Oui. pas de la santé des Parisiens, de faire venir des investisseurs en Île-de-France, et ultra sensibilisés aux questions écologiques pour dire les investisseurs aussi, les expats qui vont avec, ils vont aller là où on fait attention au climat, un jour. Ça avance. Et tant mieux quelque part. Allez, je te laisse continuer à dérouler. Après, je vais faire juste un petit zoom sur la carrière, parce qu'on a vu que, de toute façon, je vais aller vite, puisqu'on a vu qu'on partait pas en premier pour sa carrière, mais quand même, un chiffre que je vous ai pas donné, 55% des expats disent, oui, non, attention, les conditions financières, c'est quand même vachement important. Alors, est-ce que ça vaut le coup de partir pour ça? J'ai envie de dire, ça dépend dans quelles conditions. Si vous êtes en contrat local, oui, carrément. Et même, bonne nouvelle pour la majorité des gens qui sont en contrat local, la carrière progresse davantage quand on est en contrat local que quand on est en expatriation par une entreprise, parce qu'on est plus libre de ses mouvements. Et ceux pour qui c'est le plus dur, c'est les conjoints expats. C'est pour ça que, alors chez Expat Communication, c'est en fait l'accompagnement à la carrière pour le conjoint. On aide les conjoints à retrouver du boulot à l'étranger, etc. Donc, on a toujours un petit zoom sur les conjoints qui sont une partie du panel à qui on fait particulièrement attention. Voilà, quelques chiffres à voir si parmi vous, il y en a qui réfléchissent à une expatriation. 85% des conjoints travaillaient avant le départ. Il y en a plus que moins de la moitié, 48%, qui travaillent en expatriation, alors que 68% a cherché du boulot ou l'a trouvé directement. Il y en a 20%, et ça c'est ceux qui nous préoccupent le plus, qui ont renoncé à travailler. Il y en a 33% qui disent l'expatriation est un fort sacrifice professionnel pour moi. Voilà, donc, carrière des conjoints, si vous en êtes au stade de préparer votre expatriation, c'est vraiment quelque chose qui s'anticipe. Et si vous êtes en expat et que vous galérez à retrouver un boulot parce que vous êtes un conjoint expat, ne vous alarmez pas, c'est pas vous qui êtes en cause. Souvent, on se remet en question, tout le monde y arrive, c'est normal aujourd'hui de travailler tous les deux. Oui, c'est normal que dans un couple les deux travaillent, mais pas en expat. Donc, si vous trouvez ça dur, c'est logique. Et si vous êtes le conjoint du conjoint, celui des deux qui bosse, eh bien, le rôle de soutien vis-à-vis de celui qui cherche du boulot, soutien dans sa recherche d'emploi, mais surtout soutien émotionnel pour lui dire, mais si t'es le plus fort ou t'es la plus forte, même s'il n'y a pas un employeur qui l'a compris ici, mais moi j'en suis convaincue, c'est un rôle absolument décisif. Voilà les slides que je voulais vous présenter aujourd'hui, et je finirai juste, pas de slide là-dessus, mais par un chiffre positif, qui est que 91% des expatriés recommandent cette expérience, y compris les conjoints. Hein, vous vous souvenez, mari parti, enfant envolé, tout ça, mais quand même, ça valait le coup, parce que ce qu'on gagne en expat est beaucoup plus fort que ce qu'on y perd. Mais il y a un prix à payer, ce qu'on disait en intro, excellence et vulnérabilité, c'est ça l'expatriation. Plein de choses à apprendre, mais quelques sacrifices aussi. Bon, en tous les cas, Alix, merci beaucoup pour cette présentation. Et 91% des gens qui témoignent positivement de l'expatriation, c'est un chiffre évidemment qui me va bien et qui nous va bien aussi au petitjournal.com. Mais ce que je retiens, c'est qu'il faut se préparer. Et tous les points que tu as mis en avant là à travers cette étude sont extrêmement intéressants, à la fois les attentes et puis finalement la réalité des terrains. Et avant de répondre à Bernard, qui voudrait avoir quelques infos sur sa préparation, se retraiter vers le Maroc et l'Inde. Je vais te passer la parole, Rachida, puisqu'on parlait de préparation, et peut-être que tu nous parles un petit peu de l'importance, enfin c'est même plus que de l'importance, c'est vraiment des points à anticiper sur le plan de sa protection sociale, de sa retraite, quand on prépare un projet d'extraction ou quand on est déjà parti, mais qu'on n'est pas bien couvert ou pas couvert. Oui, alors merci Hervé de me passer la parole. C'est vrai que les questions de la protection sociale, comme je le disais, on ne sait pas en fait que la protection sociale française peut nous suivre.
quel que soit notre parcours. Donc, il est jamais trop tard. En tout cas, c'est ça qu'il faut se dire. On peut être parti depuis longtemps, on peut être tout juste parti. Il y a en fait le rôle de la CFE, c'est de pouvoir assurer les Français à l'étranger dans la continuité de la sécurité sociale française. Donc, ça veut dire que si on souscrit à la CFE au moment du départ de France vers son pays d'expatriation, la CFE commencera à rembourser déjà sans carence, donc immédiatement, et prendra en charge l'ensemble des pathologies et prendra la relève à la place de la sécurité sociale. Et l'appareil est équivalente quand on rentre en France, parce que effectivement, quand la CFE donc a vocation à ne couvrir que des personnes qui résident à l'étranger, lorsque la personne décide de rentrer en France, la sécurité sociale, la plupart du temps, assure cette continuité des droits quand la personne rentre en France. Donc, il y a cette continuité, on reste un assuré social. D'ailleurs, depuis 2019, on permet aux assurés de conserver sa carte vitale pour les remboursements de frais de santé en France. Donc, du coup, on conserve le lien avec la France, même en expatriation, puisqu'on a la possibilité de rentrer en France, d'utiliser sa carte vitale et de se faire rembourser par la CFE. Et au retour en France, on n'a pas à refaire toute la démarche de création de carte vitale, on la conserve et on change simplement de centre de sécurité sociale. Donc, on essaye de simplifier les choses et je ne vais cesser de le répéter, mais toutes ces améliorations, c'est aussi grâce à ce baromètre. C'est important pour nous de pouvoir partager des informations, d'essayer de comprendre en fait et de participer à ce baromètre parce que ça nous permet, nous, quand on le peut, de pouvoir pouvoir ajuster nos offres et services. Donc, effectivement, il y a les questions de la santé, il y a les questions des risques professionnels quand on va travailler à l'étranger, en contrat local ou en contrat d'expatriation. Donc, c'est important aussi de se poser ces questions-là. Est-ce que mon employeur a bien choisi la bonne couverture pour moi? Et puis, il y a les questions de la retraite. C'est ce que je disais, il n'est jamais trop tard, en fait, parce que la CFE est le seul organisme à pouvoir proposer la retraite aux expats dans les mêmes conditions que s'ils travaillaient en France. Donc, quel que soit le pays du monde où la personne travaille et qu'elle cotise à la CFE, ça permet de continuer à alimenter le compte retraite, enfin les cotisations retraite de la CNAV en France. Et ça permet aussi de prendre en compte pour le calcul de la pension les montants des salaires perçus à l'étranger. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans les pays où il existe des conventions de coordination entre les pays. Donc, c'est des points importants donc sur la partie de la protection sociale, mais on ne cesse de le répéter, tous les membres du board du baromètre, un projet d'expatriation, ça se prépare avant de partir, pendant et le retour aussi se prépare en fait. Donc, à chaque étape, il faut se renseigner et il ne faut pas hésiter à poser les bonnes questions. Rappelle-moi, Rachida, ça inclut également donc la maternité, hein, si mes souvenirs sont bons. C'est un point important, par exemple, pour des jeunes couples qui souhaiteraient partir à l'étranger. Oui, complètement. La maternité, on indemnise aussi le congé paternité à l'étranger. Il y a pour les salariés l'invalidité. Donc, quand on est sur des arrêts maladie de longue durée, on est en capacité, comme la sécurité sociale, d'instruire des dossiers d'invalidité et la CFE peut verser une pension d'invalidité en cas d'incapacité de travail. Et vous intervenez également sur la retraite. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui. Donc, la retraite, c'est du coup, comme je le disais, ça permet de pouvoir continuer à alimenter son compte retraite en France. Donc, voilà, on peut partir depuis la France, en fait, avoir déjà commencé à cotiser et donc se dire, je pars juste pour 5 ans et ça, Alix peut le confirmer. On a des personnes qui nous disent, non, mais de toute façon, moi, je pars, ça a duré 1 an ou 2, je vais revenir. Et puis, 20 ans après, ils y sont encore ou comme Alix ou comme toi, Hervé, font plusieurs pays et donc le problème c'est que quand ils ont pensé leur projet d'expatriation ça devait durer qu'1 an donc ils se sont peut-être pas posé les bonnes questions donc il faut constamment se réinterroger et donc se dire en fait avec la CFE et la partie retraite en fait quel que soit en fait ce qu'on décide à tout moment la sécurité c'est d'être à la CFE parce que ça permet de pouvoir sécuriser la cotisation de ces trimestres donc son nombre de trimestres et donc de sécuriser sa retraite de base à taux plein.
Parfait. Donc la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, hein, Bernard, et non pas la TFE, la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, CFE.fr. Alix, on va répondre à Bernard qui, merci Rachida, hein, je te redonnerai la parole bien entendu, Bernard qui demande, et d'ailleurs les internautes, posez vos questions, hein, il y a la petite cartouche en bas, posez une nouvelle question. On a déroulé toute la présentation autour de l'expatriation avec Alix Carnot et Rachida, donc on a encore une petite dizaine de minutes, donc posez bien toutes vos questions. Donc Bernard, Alix, il nous dit il est retraité, il envisage de vivre à l'étranger, au Maroc ou en Inde, il recherche des conseils. Alors, quels conseils finalement on pourrait donner à Bernard, même si on ne le connaît pas suffisamment, on sait juste qu'il est retraité en France, mais quels conseils tu pourrais lui donner avant qu'il franchisse le pas d'aller vivre à l'étranger? Je pense que Bernard est super bien parti puisqu'il s'est inscrit à ce webinaire. Et ce n'est pas juste une formule. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que les expatriés qui réussissent leur expérience à l'étranger, c'est ceux qui ont un petit peu peur, qui se disent ça va pas être évident et qui se renseignent. Oui. Et en fait, pour moi, c'est vraiment trivial. L'expatriation, c'est une question de lever le pied assez haut pour la marche. Ceux qui disent, et on en voit beaucoup chez les gens très diplômés, ouais, ça va, c'est juste partir à Londres, quoi. Enfin, la moitié de ma promo habite à Londres. Londres, c'est la 5e, au fond, ça a un peu diminué, mais la 6e ville française de France. C'est même pas une expat. Ceux-là, très souvent, ont du mal. Pourquoi ? Pas parce que Londres, c'est très difficile. C'est sûr qu'il y a plein de villes qui sont plus difficiles que Londres, mais parce qu'ils ont levé le pied à la bonne hauteur. À l'inverse, on en voit qui partent à Moscou ou à Alger. J'avais demandé tout sauf Moscou. Et ça sera, enfin, c'est des barbaresques. Hein. Voilà. Et donc, ils se préparent beaucoup parce qu'ils se disent que ça va être difficile. Et du coup, ça se passe très bien. Parce que c'est toujours cette question entre les anticipations et la réalité. Donc, premier conseil, Bernard, restez dans ce webinaire. Allez voir sur le site du Petit Journal, sur Femmes Expat. Femmes Expat, c'est pas que pour les hommes. On a des pages destination qui sont hyper bien faites, très complètes. Et puis, il y a des guides de l'expatriation, guide de la, peut-être pas pour Bernard, mais guide de la retraite à l'étranger, la carrière à l'étranger. Justement, c'est pour ça que c'est peut-être pas celui-là qui est pour vous, mais en tout cas, le guide de l'expatriation, ça vous donne plein de clés qui sont utiles. Et puis après, à se renseigner. Alors, dans le baromètre, les expats sont très clairs. 66%, ils se renseignent sur Internet et puis c'est tout. Au mieux, ils vont sur un groupe Facebook, là encore. Je crois qu'il y a un groupe, le Petit Journal, ou une page sur Facebook, je ne sais plus. Il y a un groupe Femmes Expat qui fonctionne très bien aussi. Ils nous posent des bonnes questions. Et on a plein de réponses et c'est super. C'est très bien tout ça, mais ça ne suffit pas. Je me souviens quand mon grand-père a fait le tour du monde dans les années 1900 ou 1920, il avait écrit des lettres à plein de gens et il s'était super bien renseigné et ça lui a permis de rencontrer des gens et de leur poser des questions en direct. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins. C'est comme si avec le développement d'Internet, on avait de plus en plus peur du téléphone. Je crois que quand on voit les plus jeunes, c'est sûr. Or, un coup de fil, un contact avec des gens sur place, c'est indispensable. Donc, si vous hésitez à partir au Maroc ou en Inde, trouvez des gens en Inde ou au Maroc dans ces groupes. C'est super facile. Bonjour, qui parmi vous est en Inde ? Donc, dans ces groupes sur Facebook, hein, pas sur les sites. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont retraités en Inde ou au Maroc et qui pourraient répondre à mes questions ? Et la grande qualité des expats, c'est qu'ils sont solidaires. Parce que le truc qu'on apprend en expat, c'est qu'on ne peut pas compter que sur soi et que donc, on apprend à demander de l'aide et forcément à en donner. Et donc, à 90% de chances, vous dites, voilà, j'hésite à partir dans ces deux pays, voir des villes plus précises. Plus votre demande sera précise, plus les gens auront envie de répondre, parce qu'on n'a pas envie non plus de répondre aux branquignoles qui juste, éventuellement, peut-être, je sais pas quoi, là, les gens ne se précipiteront pas, mais une question sur qu'est-ce que vous pensez des écoles de Chandigarh sur Femmes Expat, vous avez une réponse tout de suite. Parce que les femmes qui sont à Chandigarh sont trop contentes de se dire je vais pouvoir mon expérience ultra précise va pouvoir être utile à quelqu'un.
Ouais. Et est-ce qu'on ne fonctionne pas aussi avant le départ, Alix, avec un petit peu des checklists, c'est-à-dire se dire, on parlait de la protection sociale, c'est est-ce que est-ce que je suis bien couvert, est-ce que je me suis inscrit à la CFE, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait pour mes impôts, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait pour ma banque, ma gestion de patrimoine, mes économies, est-ce que finalement j'ai fait une bonne checklist, et est-ce que tu recommandes aussi un voyage de reconnaissance qui me semble, moi, être quelque chose d'assez intéressant? Alors, checklist, sûrement. Et quand je parlais du guide de l'expatriation, donc sur Femme Expat, on a un guide de l'expatriation. Il y a plein de checklists dedans. On les a élaborés avec la caisse des Français de l'étranger. Donc, il y a tous les aspects, ma sécu, ma retraite, passer voir le notaire. Enfin, Mais c'est super important. Hein. c'est long de préparer une expat parce que ça touche tous les aspects de la vie, donc plein de choses dont on ne doute pas du tout avant de partir. Et donc là, vous avez tout, vous êtes sûr de rien oublier. Le voyage de reconnaissance, c'est génial. C'est pas toujours possible parce que ça coûte parfois très cher. Et là, je discutais avec une très très grosse entreprise tout à l'heure, des plus grosses entreprises françaises qui me disaient non, on a arrêté les voyages de reconnaissance, ça coûte trop cher. Donc oui, c'est idéal. Personnel, si on peut le faire, qui à la limite peut le valoir. Ça vaut carrément le coup. Faut pas que ce soit dissuasif. Voilà, on peut faire ça. En revanche, si, c'est indispensable si vous comptez partir sans job. Si vous partez à l'aventure, c'est vraiment se mettre la barre. Je parlais de marche tout à l'heure, mettre la marche hyper haute, de se dire j'ai jamais habité en Colombie, j'ai pas de job, je prends mon visa et voilà. D'abord, techniquement, même pour des questions de visa, ça peut être très compliqué. En revanche, si vous êtes envoyé par une entreprise, moi j'ai débarqué en Australie, j'avais jamais été, j'étais enceinte de 8 mois et demi. Ouais, ça se fait, hein, parce que dans ce cas-là, on a quand même de toute façon une maison et un job, donc l'essentiel est assuré et après on peut survivre. Bon, très bien. Alors, on se pose des bonnes questions et on se renseigne et on reste pas tout seul. Sinon, on est vraiment dans. Ça, c'est un bon conseil. On peut recommander aussi les accueils sur place. Nos amis des accueils, Londres Accueil, Sydney Accueil, etc. Enfin voilà, il y en a dans le monde entier. Vous avez leur liste sur le site de la CIAF. Exactement. Donc ça, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un très bon conseil. J'aimerais qu'on aborde un dernier point avant la clôture de ce webinaire. On voulait parler de l'expatriation au féminin. Donc j'aimerais que Alix, que tu m'en dises deux, trois mots. Alors, ce guide de l'expatriation au féminin, merci de poser la question. C'est un truc, vous avez compris que chez Expat Communication, les femmes, on les chouchoute. D'autant plus quand le baromètre nous dit il y a vraiment des écarts de morale forts entre les hommes et les femmes. Donc, dit avec d'autres mots, l'expat au féminin, c'est un petit peu plus dur que l'expat au féminin. Ça plaît tout autant, mais la barre est encore un peu plus haute. Et donc, avec la CFE, c'est né d'une discussion avec Rachida, on l'avait fait il y a longtemps et on a complètement repensé le projet. On sort le 13 décembre prochain un guide de l'expatriation au féminin. Donc, il y a le guide de l'expatriation qui est très les checklists, tout ce qu'il faut savoir, etc. Et ce guide de l'expatriation au féminin, qui au final n'est pas tout petit, hein, il est très complet, il est hyper émouvant. Mesdames qui sont expats depuis longtemps, je vous défie de le lire sans une petite pincée au cœur, parce que ça met vraiment des mots sur toutes les vraies questions de notre expérience. C'est identifier des témoignages d'abord, des pistes, des checklists, des ressources. Par exemple, un sujet qui est quasiment tabou, on n'en parle jamais, la femme qui est envoyée par son entreprise et qui part célibataire à l'étranger, c'est un statut super compliqué. Et on n'en parle pas assez. Et les autres femmes ne sont pas forcément hyper solidaires avec la nana célibataire qui débarque avec un gros poste. Et les hommes la regardent aussi, en sachant pas trop quoi faire d'elle. Voilà, c'est le genre de choses jamais vues ailleurs qui est évoqué dans ce guide. Toutes les questions de la santé au féminin et sans tabou et tout est couvert et ça, on l'a travaillé avec la Caisse des Français de l'étranger. Et donc, il sort le 13 décembre. Il sera imprimé aussi et il sera distribué au Quai d'Orsay, parce qu'on va le lancer au Quai d'Orsay en même temps que une grande revue des résultats qu'on a présentés un peu en primeur aujourd'hui. Magnifique. Donc, juste pour être bien sûr, donc Alix, il sera diffusé en brochure imprimée, donc peut-être à certains endroits, et sinon il sera disponible en ligne sur votre site très facilement en fait. Hein. Bon, il y aura un article évidemment dans le petitjournal.com le jour de la sortie, bien entendu. Rachida, tu veux rajouter un point peut-être sur les questions un peu plus autour de la protection sociale, de la santé, sur ce sujet de l'expatriation au féminin?
Vous l'avez compris, en fait, dans les discussions qu'on peut avoir avec Expat Communication, on se nourrit de tous les sujets qu'on aborde ensemble, mais aussi dans notre quotidien. Et on essaye d'y greffer la protection sociale parce qu'il y a quand même pas mal de questions. Enfin, c'est quand même un univers très complexe et comme je le disais, qu'on découvre bien souvent quand on arrive en expatriation. Donc, nous, on espère avec Expat Communication et le petit journal que ce soit quelque chose qui soit préparé en amont le plus possible. Ce que je voulais surtout dire, moi, sur le baromètre, c'est que du coup, on diffuse le baromètre à l'ensemble de nos clients, enfin tous les membres du board. Et voilà, on a eu cette année plus de 12 000 répondants. On a vraiment besoin de leur soutien, en fait, qu'ils continuent, parce qu'on espère que ça va se poursuivre l'année prochaine et encore bien au-delà. Et donc voilà, donc on a besoin du soutien de nos clients, des Français expats. On a besoin de leur retour et voilà, on les en remercie et voilà, on espère que l'année prochaine, on soit beaucoup plus que 12 000 répondants. Je vais vous mettre dans le chat, si jamais vous voulez vous inscrire dans le panel, oui. C'est-à-dire le lien pour pouvoir participer aux enquêtes, je vous mets le lien tout de suite. Très bonne idée, merci beaucoup Alix. On va arriver à la fin de ce webinaire et je vais vous passer la parole pour un mot de clôture. Peut-être Alix, je vais te passer la parole en premier et profiter aussi pour répondre à Adelina qui demande, avez-vous des témoignages d'expatriés français partis en Roumanie? Alors je dirais que tu vas répondre à Adelina, mais je dirais que en fait, vous avez des témoignages du monde entier. Donc voilà, je te laisse lui répondre et puis peut-être redire vraiment les choses essentielles que tu voudrais dire à nos internautes. Alors sur la Roumanie, c'est un pays qui fait parfois un peu peur. Ça fait pas, enfin, c'est pas dans la top liste comme le Canada, des pays où on dit aux gens, est-ce que vous voudriez aller? Ah bah, au Canada, j'ai jamais entendu. Ou en Roumanie, en premier. C'est soit parce qu'on a une histoire personnelle avec ce pays, soit parce que y a une opportunité professionnelle, on y va. Et les gens sont souvent très contents. Ça fait partie des pays bonne surprise, ou parce que justement, c'est peut-être une question, ils n'avaient pas forcément d'attente en arrivant, et ils rencontrent une population extrêmement attachante, avec un très bon niveau de formation, avec des très grandes qualités d'accueil, une culture qu'il faut découvrir, une certaine susceptibilité aussi, donc qu'il faut apprendre à manager. Mais renseignez-vous, donc vous pouvez aller dans les groupes Facebook qu'on évoquait, et sur Femmes Expat, je sais qu'il y a des témoignages sur la Roumanie et des gens qui sont en Roumanie. Donc je vous inviterai plutôt à aller creuser au-delà de ce que je pourrais dire là en une seconde. Et enfin, comme mot de conclusion, je me suis demandé ce qui serait peut-être le plus utile pour tous ceux qui réfléchissent à une expatriation ou qui y sont déjà et qui se posent un peu des questions. Qu'est-ce que nous apprennent les expats? Alors, je disais, chez Expat Communication, on a le baromètre, des formations et des coachings, et puis nos sites internet. Donc, on a plein de contenus sur l'expatriation. Si j'essaie vraiment de trouver ce qui fait qu'on réussit, on l'a déjà pas mal évoqué là, mais je me dis, ça tient en trois choses. Un, s'informer, on a bien insisté là-dessus. Deux, compter sur les autres, ne pas rester dans sa bulle, ne pas se dire je veux pas déranger les autres, puisqu'en expat, on n'a juste pas le choix. Une anecdote, mais moi, il m'est arrivé un jour d'être au parc avec mes enfants en expat, situation assez classique dans la vie d'une mère à l'étranger, de rencontrer une dame, voilà, on papote parce qu'elle était française, et là, elle a son aîné qui tombe, qui s'ouvre la tête, et elle me dit « Je te laisse mon fils, je file à l'hosto ». On se connaissait depuis 3 minutes, et elle me confiait son fils, elle avait à peine mon numéro de téléphone. Enfin, voilà ce que c'est que l'expat, c'est on fait confiance et on a besoin de parfaits inconnus. Et je trouve qu'en termes de confiance dans l'humanité, c'est vraiment chouette. Troisième conseil, après s'informer et demander et compter sur les autres, la politique des petits pas. L'expat, c'est une très grosse marche, une très grosse aventure. C'est génial, mais c'est difficile. Et donc, il faut bien décomposer les efforts, les checklists, les petites célébrations, génial, aujourd'hui j'ai réussi à acheter du lait sans me perdre. Et ben, youhou, voilà, c'est ça l'expat, c'est les petites célébrations pour arriver à réussir une grande aventure avec les autres. Super. Ben, merci beaucoup Alix Carnot, cofondatrice, directrice associée d'Expat Communication. Rachida, un mot de la fin peut-être?
Le mot de la fin, enfin, je vais juste être redondante, mais je finirai sur le 91% des répondants qui disent que c'est une belle expérience. Donc voilà, faut pas hésiter. Si, enfin, il y a aussi beaucoup de personnes, on n'en parle pas, qui passent pas le cap en se disant c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais, etc. Si en fait on prouve qu'on peut y arriver, faut juste être bien préparé. Parfait, très bien. Mais merci à toutes les deux, merci à nos internautes. Je vais répondre à Isabelle qui demande, vous allez partager l'information après le webinaire. Il y aura le replay dans quelques instants, une fois vous allez le recevoir sur votre mail. Donc, n'hésitez pas évidemment à le regarder, à le repartager si vous avez raté par exemple le début ou si vous voulez le faire connaître à vos connaissances et amis. Il y aura un article dans le petitjournal.com très prochainement. Et puis, vous avez bien compris, il y a toutes les informations sur femmexpat.com autour évidemment de ce baromètre et au-delà sur une mine d'informations sur l'expatriation et puis évidemment sur cfe.fr, toutes les questions autour de la santé, de la protection sociale et de la retraite. Merci beaucoup Alix, merci beaucoup Rachida. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne journée, c'est selon où vous êtes placés. Et puis je vous dis à très bientôt sur lepetitjournal.com pour d'autres webinaires. Au revoir, au plaisir.